Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast du Salon des Arcanes. Aujourd'hui, je reçois Gaëlle Vollereau. Bonjour et bienvenue Gaëlle. Bonjour Nicolas, merci à toi de me recevoir. Bonjour à tous. Avec grand plaisir. On bafouille un peu parce que c'est notre troisième reprise, on a des petits problèmes techniques. Et pourtant, figure-toi que je suis accompagnée d'une pianiste, qui est une sœur du 5e sacra, que nous parlerons aujourd'hui de lithothérapie et de tarot. Absolument, justement. Alors pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, comment tu pourrais te présenter assez brièvement, toi et ton activité? Eh bien alors du coup, moi je suis, lithothérapeute énergéticienne et je pratique aussi le tarot, en séance individuelle ou bien aussi, lors de formations, ou d'ateliers. J'ai eu aussi, l'occasion et je continue à travailler, à collaborer pour La Roche-Merne. On s'est rencontrés dans cette boutique parisienne. J'ai aussi participé à des formations. On a un peu, se reconnaître, et se connaître comme ça. Donc du coup, moi, je continue à faire des formations et des ateliers, notamment des ateliers, nommés, Luto Tarot, où je mêle, le tarot, et les pierres. C'est justement, cette, nouvelle proposition parce que c'est assez récent. Je crois que ça a à peine un an, Exactement. voilà. Tu en as fait 3 ou 4 jusqu'à présent? Là, c'était mon 5e qui avait lieu la semaine dernière. On a été, rencontrer l'arcane de la lune. OK, super et c'est effectivement ces ateliers-là qui m'ont motivé. Je me suis dit: «Allez, on va inviter Gaëlle, elle va avoir plein de choses à nous raconter sur l'énergétique, la lithothérapie, le tarot» et du coup, bah, bien évidemment, la façon dont tu arrives à mêler les 2. Donc un programme bien chargé pour cet épisode de podcast. Mais, avant toute chose, je voudrais, commencer peut-être par, brièvement poser un petit peu le décor. Tu as parlé de la Roche-Mère qui était puisque, au passé, puisque la Roche-Mère, la boutique physique en tout cas, a fermé, cet été là, au mois de d'août 2025. Mais, nous on s'est connus à la Roche-Mère, ça fait déjà quelques années. J'ai suivi les formations que tu co-animais avec, Regina et que tu continues d'ailleurs, il me semble, à co-animer, pour la Roche-Mère, qui continue son activité, mais en tout cas en dehors de cette boutique physique, emblématique en tout cas pour ma part de Paris, puisque c'était un petit peu mon passage obligé à chaque fois, voire et même la plupart du temps mon premier stop à chaque, arrivée sur Paris. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la Roche-Mère pour celles et ceux qui connaîtraient pas du tout, cette boutique parisienne? Oui, bien sûr. Et ben, La Roche-Mère, c'est une boutique qui a été fondée par Regina Martino il y a 14 ans maintenant. Moi, ça fait 7 ans que je collabore au sein donc, de la boutique et de la partie formation qu'on appelle le rayon Magenta. Donc, en fait, la boutique, elle a fermé parce que Regina, elle est partie, elle a installé ses valises en Bourgogne. Donc, là-bas, elle propose aussi des retraites en résidentiel. Et nous, on continue d'organiser avec une équipe parisienne des stages de lithothérapie sur Paris. En fait, il y a un pont entre les niveaux de base qui se passent sur Paris et ceux un peu plus avancés où moi, je vais assister Regina, en Bourgogne. Et donc effectivement, il y avait la boutique parisienne, mais on continue encore, de proposer de ce qu'on appelle des ventes privées 2 fois par mois, donc des conseils de pierres, des codages énergétiques et la vente des pierres. Donc un moyen de continuer à garder le lien. Alors effectivement et la spécificité, tu l'as abordé de cette boutique, c'est que, Regina et quelques membres de son équipe, quelques collaborateurs et collaboratrices dont tu faisais bien partie. Vous aviez cette spécificité d'accueillir et de proposer aux gens des scans énergétiques, des décodages énergétiques qui sont, assez bluffants. En tout cas, moi, la première fois que je suis arrivé et qu'on m'a conseillé une pierre et qu'on a décrit à peu près exactement, ce que j'étais en train de traverser dans ma vie, c'était assez bluffant et en fait, ce décodage énergétique, il se base sur une méthode et un référentiel lithothérapeutique. Alors on va peut-être je vais peut-être dans un premier temps te demander de définir un petit peu ce qu'est la lithothérapie et ensuite du coup de nous parler un petit peu de ce référentiel assez spécifique de Regina, sans évidemment parler à sa place, mais avoir un tout petit peu peut-être l'historique et l'organisation de ce référentiel qui, là je parle bien évidemment pour moi. Quand on l'a découvert, moi je ne supporte plus d'entendre, ce qu'on entend partout ailleurs sur les pierres. C'est même devenu insupportable vraiment.
à boire et à manger. Ah oui, complètement. Donc je veux bien que tu nous définisses, selon tes termes à toi, ce qu'est la lithothérapie et nous parler un petit peu de ce référentiel, ce cadre, presque scientifique, parce qu'il y a une méthode, quasi scientifique derrière ce référentiel. Effectivement, il y a une vraie structure, derrière. Bien sûr, on parle d'énergétique. Nous, ce qu'on propose, notamment au sein de la méthode de Regina Martino, on appelle la lithothérapie bioénergétique. Donc, en lien, la lithothérapie, effectivement, c'est une méthode d'harmonisation par les pierres ou les cristaux, mais le lien à la bioénergie, c'est tout le lien au système chakra. Donc, c'est pour ça, on part sur le principe que chaque pierre a une signature, une fréquence vibratoire qui lui est propre et qui va rentrer, en cohérence pour harmoniser, un chakra. Donc c'est pour ça effectivement, ce qu'on proposait à la boutique et que moi aussi, quand je suis rentrée pour la première fois à la boutique, j'ai été assez, étonnée de rentrer sans qu'on me demande rien parce qu'on ne parle pas forcément, hein. On propose un conseil et on ne dit pas où on en est dans sa vie. Donc en fait, on fait un scan à décodage énergétique qui nous permet, de trouver les zones, les chakras en fait, qui sont dits bloqués en termes d'instant T et en fait, on va tester des pierres que l'on met dans les mains. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment, dans le test, la pierre qui va être adaptée et qui va venir harmoniser les blocages. Donc on est vraiment sur un lien, énergétique et on sort effectivement de, rentrer dans une boutique, aller vers la pierre qui vous appelle, hem, d'aller avec, des mots-clés, je me sens stressée ou peut-être que j'ai besoin d'action, mais il y a plein de pierres, par exemple, si on parle du stress, qui peuvent être très apaisantes. Mais en fait, l'avantage de la méthode, bon, parce que comme tu disais, on est vraiment sur une méthode et une structure, c'est d'aller, trouver l'endroit qui a besoin, le chakra qui a besoin d'être soutenu. Et donc ce décodage, qui passe par un scan avec la main, mais que l'on peut faire aussi, ce que tu as appris par un test, couleur. Et du coup, nous, c'est ce qu'on enseigne notamment, au 1er niveau des stages. Et il nous permet effectivement de découvrir l'emplacement qui a besoin d'être harmonisé et comme je disais pour le stress, ça peut être un stress mental, un stress au niveau de la partie digestion émotionnelle, de la déstabilisation. Donc en fait, on part sur ce principe très personnalisé pour pouvoir, trouver les pierres ou la pierre adaptée à l'instant T. Ça peut être aussi des fois sur des sujets, particuliers, notamment ce que je propose, dans une séance. Mais du coup, d'aller effectivement travailler ce lien entre la pierre et les chakras. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans une méthode énergétique où on travaille le ressenti et c'est d'aller écouter, ce que la pierre, elle vient faire sur notre corps énergétique et sur les chakras, on parle évidemment d'énergie. Exactement et moi, ce que je trouve hyper intéressant déjà, c'est que en fait, avec la pierre, on va venir chercher finalement la cause. Ce que tu disais, par exemple, le stress, en fait, ça peut être un stress, lié à, enfin, ça peut être tellement de choses. Le stress, en fait, le stress, c'est la conséquence et donc conseiller une pierre pour le stress sans remonter jusqu'à la cause, c'est absurde finalement, c'est traiter la conséquence au lieu de traiter la cause et en plus, Pierre va vraiment donner une information en fonction de sa résonance vibratoire, comme tu disais, sur cette cause et donc va permettre d'identifier cette cause sans forcément peut-être qu'on l'ait conscientisé avant. Bien sûr, c'est pour ça aussi l'avantage de la méthode avec le scan ou le test couleur, c'est que des fois on peut avoir, se dire: «Ouh là là, je traverse ça, je me sens, je sais pas, je vais manquer de confiance». Par exemple, c'est un grand sujet, la confiance ou la légitimité, c'est des choses que l'on voit beaucoup, dans plein de sujets différents, hein, que ce soit justement même par des tirages de cartes, de tarot ou d'autres demandes et en fait, si on dit basiquement, «Je manque de confiance en moi», on pourrait se dire qu'il y a besoin de soutenir le troisième chakra, le chakra jaune et peut-être que, on conseillerait un œil de tigre qui est assez connu dans le domaine de la lithothérapie. Nous, que finalement, on limite, on déconseille un peu parce que c'est une pierre très forte, très activante, qui peut un peu trop énerver, un peu trop œil de tigre justement. Mais, par exemple, il y a aussi des gens qui me diraient: «Du coup, dans ces cas-là, une sucrine qui va m'aider à rayonner, je sais pas, une platine annuelle, une opale jaune». Mais en fait, ça se trouve, ce manque d'action ou peut-être, cette pression qu'on se met, elle ne vient pas d'une déficience du troisième chakra, mais peut venir d'un autre endroit. Par exemple, nous, ça nous arrive, de voir en boutique notamment ou même en conseil, en séance, que ça puisse venir, d'une problématique, nous, qu'on appelle, au niveau du sacra piscis. Parce que dans la méthode de Regina Martino, on travaille avec 11 chakras au lieu des 7 habituels pour avoir des zones plus précises et donc ce chakra piscis à l'arrière, il travaille en fait à la zone des reins et on travaille notamment avec une pierre qui s'appelle le jade néphrite.
Et en fait, le jeûne néphite, il aide à déposer la pression qu'on se met, l'exigence avec soi-même, le côté, on n'est pas encore la meilleure version de toi-même et du coup, ça génère des peurs et peut-être que là, effectivement, on voudrait être à 1000% et en plus, ça nous stresse, ça nous fatigue et on le fait pas. Et donc ça se trouve, effectivement, on pourrait le corréler à confiance. La personne, elle vient en disant confiance, mais en fait, c'est de la pression et peut-être une forme de perfectionnisme. Ça pourrait être même un blocage en termes de 5e chakra. Et là, on proposerait une cyanite, une pierre qui nous met dans notre cohérence et qui nous aide à définir qui on est, à prendre des choix, à exprimer notre vocation. Donc, c'est pour ça qu'en fait, des fois, avec confiance et certains mots, il y a un petit peu des mots fourre-tout. Et donc, du coup, l'avantage, c'est de revenir effectivement à la précision. Et c'est pour ça qu'après, effectivement, c'est l'énergie, c'est les pierres qui nous montrent, en fait, où est-ce qu'il y a besoin de soutenir. Et après, comment on peut effectivement verbaliser et accompagner la personne avec l'énergie et les pierres. Alors le jade néphrite, une pierre que je connais bien. Toi, tu es pas le seul, c'est une pierre qu'on conseille énormément. Alors pour le coup, moi, pour la petite histoire, la première fois que je suis venu dans la boutique, je sortais alors est-ce que c'était la première ou la deuxième? C'était peut-être la deuxième, mais je crois que je m'étais pas fait scanner la première fois et donc là, je me fais scanner, je sortais d'un oral de concours où je m'étais fait, mais démonter, mais vraiment, j'avais subi et vécu, mais une expérience vraiment affreuse. J'étais sorti de là, vraiment, abattu, détruit et donc j'arrive à La Roche-Mère et c'était une de tes collègues qui ne travaille plus depuis pas mal d'années, Peut-être ma part? oui, c'était Macha, exactement et donc elle me scanne et là, elle me dit: «Oh là, je sens que, il y a quelque chose qui t'est arrivé, qui a complètement sapé ta confiance en toi. C'est comme si, tu croyais plus en tes capacités, comme si tu étais plus valable, plus capable». J'étais là: «Mais c'est incroyable, elle ne me connaît pas, je débarque, je pense pas non plus que je le portais complètement sur le visage». Et elle du coup, elle me conseille un jaspe jaune, donc je m'achète un petit bracelet de jaspe jaune et je ressors de la boutique et en fait, déjà en ressortant, je respirais mieux. Mais oui, parce que tu vois, il y a tout cet espace aussi de l'échange, déjà, du mot qui est posé et effectivement de la pierre qui va rentrer en résonance et aussi d'une part de toi, de cet espace-là, 3e chakra, jaspe jaune, qui se sent entendu et écouté et qui se remet aussi, en mouvement. L'espace de la conscientisation, on le voit, on le verra aussi, il est très important dans les tirages de cartes pour faire justement un lien, un pont entre cet espace-là du conseil de pierre et du tirage. Moi, ce que j'aime dans la force aussi du tarot, c'est dans le moment d'échange, de partage avec la personne qui vient demander un tirage, c'est, quand tu prends le temps de dialoguer avec les images, les symboles et comment la personne, elle fait d'elle le message et le conscientise, c'est là où tu vois qu'il y a quelque chose qui se pose et qui s'intègre, aussi, en fait, hein. Complètement et avant de passer au tarot, pour, compléter un petit peu toute la partie, lithothérapie bioénergétique, tu as parlé, effectivement de cette méthode à 11 chakras donc on connaît aujourd'hui, c'est un petit peu connu sur la place publique, les 7 chakras, les 7 principaux qui sont donc ces centres énergétiques à l'intérieur du corps. Mais c'est vrai que, Regina, elle est venue, faire un travail encore un peu plus précis et poussé en identifiant, du coup, si mes calculs sont bons, 4 chakras secondaires. Oui, c'est ça, 4 chakras. Alors, effectivement, un qu'on appelle le chakra Bordeaux, qui est situé, dans l'englobement du 1er chakra, donc le chakra Bordeaux qui résonne au niveau des genoux. Un chakra qu'on appelait, pistache, donc au niveau de l'estomac, partie du gestion émotionnelle. Chakra turquoise au niveau, poitrine tumus et le magenta qui est au-dessus du 7e chakra, qui est pris dans son englobement vers le haut. Mais après, même là, nous, tu vois, au fur et à mesure, justement, là, avec 7 ans de collaboration près d'elle, on retrouve même des pierres qui travaillent sur des points encore plus précis. Parce qu'on peut trouver aussi un chakra au niveau de la bouche, un chakra au niveau des mains. Enfin, c'est pour ça que là, dans la méthode, on est déjà sur 11 chakras. Il y a même un chakra où il y a des pierres qui résonnent avec ce qu'on appelle, nous, le chakra lila, qui est entre le 7 et le magenta. Donc, au fur et à mesure, en allant dans cet espace de précision, on trouve de plus en plus de zones énergétiques. Et effectivement, il y a les 7 principaux. Là, nous, on travaille avec 11, mais il y en a même bien plus que ça. Mais effectivement, la différence, c'est, le côté pratique aussi, de travailler avec, le chakra pistache notamment,
c'est que quand on travaille uniquement avec le troisième chakra dans le système, dirons-nous classique, et bien effectivement, des fois, il y a des gens qui mettent, les pierres du 3e chakra et peut-être un peu du chakra pistache, qui englobe tout, mais on va pas donner les mêmes informations. Parce que dans le troisième chakra, on va parler de confiance, d'action, de territoire, de pouvoir, de se sentir capable, un peu les mots-clés que tu donnais pour ton jaspe jaune. Et avec le chakra pistache, ce qu'on appelle à l'avant, dans la partie, digestion émotionnelle, on va parler, d'intégration, de digérer, de faire le tri en lien avec les émotions. Donc ça n'a effectivement rien à voir quand on parle de confiance et d'action et de digérer, d'intégrer, les stress, et les colères. Donc effectivement, c'est toute cette nuance-là qui va donner de la force, à la méthode et au conseil et à l'intégration aussi énergétique. Et pour, rebondir sur, ce fameux, 3e, chakra et chakra pistache, effectivement, le troisième donc qui est lié à cette confiance et à ce pouvoir d'action, Regina, dans sa méthode, elle le situe au niveau du nombril et à peu près et le pistache plutôt au niveau de l'estomac, donc un peu plus haut au niveau du plexus solaire et moi, à chaque fois que j'entendais parler de ce troisième chakra, le chakra du plexus solaire, parce que dans le tout courant, ce qu'on entend, très, très, très majoritairement et globalement, c'est le troisième chakra, le jaune, donc couleur, qui résonne avec la fréquence de la couleur jaune. Il se situe au plexus solaire et moi, en fait, ça ne me parlait jamais, mais vraiment, sans savoir pourquoi, ça ne m'a jamais parlé et quand, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la méthode de Regina et à suivre les formations et que j'ai appris que elle nous disait: «Il y a le troisième au niveau du nombril, pouvoir d'action, confiance et le pistache au niveau du plexus». Mais complètement et en fait, ça je sais pas comment expliquer, mais naturellement, ça faisait complètement sens pour moi. Oui, mais je vois ce que tu veux dire parce que moi, ça m'a fait aussi la même chose, car, quand je suis arrivée pour la première fois à la boutique, mon 1er conseil, c'était une opale verte, une pierre de digestion émotionnelle et en fait, moi, je la connaissais pas Regina avant de rentrer dans la boutique, mais c'est elle qui m'a fait le premier conseil et quand elle a passé la main devant moi, j'ai senti l'énergie, au niveau justement du chakra pistache. Donc c'est pour ça qu'il y a comme eu, quelque chose de me dire: «Waouh, ah oui, là, je le sens. Je sens que ça se passe là» et après elle m'a donné les informations sur l'opale verte et effectivement, cette distinction-là, elle est très importante. Et pour poursuivre, juste avant de parler encore, davantage, parce qu'on a plein de choses à se dire. Mais ce que je trouve hyper intéressant avec la méthode de Regina que tu appliques, c'est, se détacher aussi, de toutes ces bêtises. Alors désolé, c'est un petit peu, empreint de jugement ce que je suis en train de dire, mais des pierres de protection, des pierres de nettoyage, des pierres d'amour. Toutes ces choses qu'on entend, vraiment encore partout et qui sont en fait devenues des arguments marketing à mon sens. Alors que vraiment elle, ce que j'aime, c'est son franc-parler. C'est pour ça que je me permets un petit peu de le mentionner et encore une fois, c'est sans jugement pour les personnes qui pratiquent, et qui ont ces croyances-là. Mais c'est vrai que quand on entend Regina avec son franc-parler, démonter toutes ces croyances-là, en fait, encore une fois, ça fait complètement sens. Complètement, c'est pour ça que, nous, on milite un peu contre toutes les idées reçues qui effectivement, font place un peu publique sur la mycothérapie et là et c'est vrai que ta méthode et la façon dont on l'enseigne, c'est de se responsabiliser aussi, de revenir dans l'écoute de soi et de sortir des solutions un petit peu miracles et faciles. Après, c'est normal des fois quand on dans des grandes difficultés, on peut avoir besoin de se dire: «Oh là là, il me faut un petit peu ma plume de Dembo, pour, retrouver, un élan et avoir quelque chose d'un petit peu magique». Mais son approche et comment on le voit les choses, c'est dans un aspect thérapeutique qui est très important où effectivement on revient dans l'écoute de soi et on reprend le pouvoir en fait. Parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup d'aspects, marketing, autour de la lithothérapie, et effectivement une terre pour l'abondance, beaucoup de choses qui font un peu des élans avec, un côté magique comme, la citrine dans le porte-monnaie pour attirer l'abondance, le quartz rose qui attirerait l'amour. Après évidemment, nous ce qu'on propose, même quand on fait des séances, on peut faire un conseil pour voir quelle énergie est bloquée dans mon rapport à l'argent. Ça veut pas dire qu'on peut pas aller travailler ce lien-là et effectivement, on verra en fonction des chakras et des pierres qui sont trouvées, peut-être qu'il peut y avoir besoin de remettre en mouvement ou énergie, à soutenir.
Mais là, c'est là où la personne, elle reprend ton espace de compréhension, de tes clés intérieures pour pouvoir faire bouger des choses et effectivement, nous, effectivement, on a aussi une approche où, on déconseille le côté bracelet 7 chakras, toutes ces solutions un petit peu faciles, en fait, où on cherche aussi à faire beaucoup correspondre et là, l'idée aussi et comme on est dans de l'énergétique, hein, c'est ça aussi, qu'on met beaucoup en avant, que comment on va écouter, comment on s'écoute, comment on écoute notre ressenti intérieur en mettant après effectivement ce travail, avec les pierres, en mouvement. Mais on est effectivement contre les méthodes trop faciles qui dépossèdent les gens de leur pouvoir. Moi, je trouve que c'est très important et en plus là, récemment, on a été sur un salon et effectivement, on voit de plus en plus que les gens, ils cherchent des méthodes parce que c'est difficile, hein, mais des méthodes assez faciles, un peu, comment pratique et facile, mais moi, je trouve que c'est très, très important effectivement de faire un chemin et un chemin thérapeutique. C'est très important. C'est aussi ce qu'on met beaucoup en avant, durant les formations qu'on propose parce que dans effectivement l'uthothérapie, une thérapie et c'est très important de ne pas l'oublier, aussi dans ce travail de cheminement personnel. Juste brève parenthèse, c'est vrai que pour avoir suivi du coup les formations, et notamment le niveau 2 est beaucoup plus orienté vers ce travail thérapeutique et ce que moi j'ai trouvé hyper intéressant, c'est vraiment ce discours de dire: «Bah, en fait, si vous êtes pas au clair déjà avec vous-même, comment vous voulez, être thérapeute, auprès des autres et donc d'aborder du coup toutes ces pierres et tous ces chakras aussi par l'angle de ta posture de thérapeute. Si tu n'es pas, par exemple, premier chakra, dans ta sécurité, matérielle, dans ton ancrage personnel, bah, comment tu veux pouvoir accueillir et accompagner des gens? Et c'était vraiment hyper intéressant. C'est complètement et tout ce que tu dis aussi effectivement, autour de la protection. Nous, on milite vraiment dans le rapport de il n'y a pas de pierre de protection. Bien sûr qu'on peut avoir besoin de se sentir en sécurité et protégé, mais de sortir de cet espace de l'autre a une mauvaise énergie. Après, effectivement, on peut des fois se sentir un peu envahi parce qu'on est très sensible et qu'il y a besoin d'aller travailler ce lien à l'hypersensibilité, au territoire. Et donc là, c'est pour ça qu'on peut faire aussi un conseil et trouver une pierre adaptée, mais de sortir de ce lien de la labradorite, la pierre bouclier, qui renvoie, les mauvaises énergies, à l'expéditeur. Donc c'est toujours ça, là aussi, comme je te disais tout à l'heure, il y a vraiment cette idée de reprise de pouvoir sur soi et d'avoir conscience de là, effectivement, dans ce mouvement-là, je me sens déstabilisée parce que peut-être effectivement, je ressens trop d'émotions et comment je peux rééquilibrer ce mouvement-là pour que du coup mon empathie, elle soit toujours, ma qualité effectivement, mais que c'est toujours, trouver de l'harmonie. C'est pour ça dans la méthode, on est vraiment sur l'harmonisation et c'est réguler, là, dans ce cas-là, le lien à l'hyper-empathie. Bah, c'est ce qu'on disait, remonter à la cause et surtout, la responsabilisation qui est un terme qui me tient très, très, très à cœur et qui sort finalement dans chacun de ces épisodes de podcast. Plutôt que de dire, «L'autre me pollue de ses énergies, l'autre me fatigue», et cetera. Dire, ça change tout. Dire: «En fait, il y a un espace en moi, qui se sent en insécurité ou un espace en moi, qui a une sensibilité exacerbée qui fait que», bah, ça change complètement la dynamique et en fait, en plus, en se responsabilisant, on retrouve un pouvoir d'action alors que sur l'autre, on n'a pas de pouvoir d'action et cette nuance, je trouve elle est bonne et nécessaire aujourd'hui, on tire des jugements à l'emporte-pièce, on a des grands discours très catégoriques, voire très extrémistes et remettre de la nuance à travers, voilà cette subtilité, et puis ce panel extrêmement riche à chaque fois, de pierres, de chakras, bah, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de plus. Mmh. Oui, c'est vrai qu'en plus, là, quand tu l'as vu, hein, en plus en te formant déjà dans les premiers niveaux, on travaille avec 50 pierres. Là, après au niveau 2, où tu peux avoir accès à quasiment 80 pierres. Nous, à la boutique, en termes de conseils, on est à plus d'une centaine de pierres, donc il y a énormément aussi de nuances et pourtant on sort un peu justement, là, on parlait des idées préreçues, du côté lithothérapie avec le titre, des 10 pierres, principales et c'est comme tout, on est beaucoup plus de nuances et tu as besoin aussi de sortir de ce côté qui nous enferme aussi et qui est, comme tu dis, très important, de reprise de pouvoir. Et autre grande idée, préconçue peut-être pour clôturer ce petit interlude, où on met les pieds dans le plat, mais en même temps, c'est bien de poser, je trouve les bases.
c'est, cette phrase de, «La pierre t'appelle, va vers la pierre qui te plaît». Et en fait, ce que j'adore aussi, à la Roche-Mère, c'est que pas du tout, bien au contraire, généralement, c'est celle qu'il ne te faut surtout pas. Bah, c'est clair, c'est pour ça nous arrive beaucoup en mode, «Oh là là, moi j'aimerais bien une terre, bah, justement un peu turquoise, j'aime beaucoup la pierre de lune», et justement une terre, bah, comme on l'évoquait tout à l'heure en lien avec l'empathie, la sensibilité, et dans ces cas-là, il arrive qu'on va conseiller à quelqu'un, peut-être, une pierre noire, une pierre d'ancrage parce que du coup, des fois, les problématiques, de sensibilité, bah, on a besoin de redensifier l'énergie de la personne, et là, la personne fait: «Ouh là là, une pierre noire, mais pas du tout, enfin, c'est pas du tout vers ça que j'aurais été, justement», et ce qu'on voit, c'est ça, c'est sortir de la pierre miroir. Parce que souvent, celles vers lesquelles les pierres, on est plutôt, appelé ou en tout cas qu'on peut sentir une résonance dans la couleur, dans l'esthétisme, bah, c'est souvent les pierres portraits. Nous, on le voit beaucoup et effectivement, bah, là, quelqu'un, par exemple aussi, là aussi, qui pourrait avoir donc besoin d'ancrage, va beaucoup aimer les pierres violettes, qui vont plutôt travailler vers le haut, et c'est pour ça que souvent on nous dit: «Ouh là là, oui, c'est vrai qu'esthétiquement, c'est pas forcément vers celle-ci que j'aurais été». Mais nous, on le voit aussi même au fur et à mesure, quand on les porte, la pierre qui nous gratte un peu, esthétiquement, c'est comme si c'est peut-être pas celle qu'on va le plus aimer, mais il y a comme un espace aussi de résonance qui se fait, et qu'au bout d'un moment, en la portant, nous on conseille de porter les terres 3 semaines, un mois pour intégrer, leurs énergies, mais c'est comme si on va peut-être la trouver un peu moins moche, on va dire. Ça m'est arrivé d'avoir des retours comme ça en me disant: «Bon, OK, c'est peut-être pas forcément, la pierre la plus belle esthétiquement pour moi, mais maintenant, je la trouve, un peu moins dérangeant qu'au premier abord». Mais parce que du coup, c'est pour ça, il y a vraiment une résonance énergétique qui vient s'harmoniser, et que du coup, même l'œil, en la regardant avec un aspect énergétique, et bien, c'est comme si ça va changer, le rapport, même, au visuel. Mais c'est drôle effectivement dans ce lien-là où, des fois les personnes ont une certaine attente sur, le côté esthétique, et que nous, effectivement, après, on va plutôt aller dans le rapport, comment tu accompagnes, au mieux sans forcément s'interroger sur l'esthétique au début. Oui et puis même, bah, du coup, pour faire le lien avec le test couleur que tu as mentionné, on se rend bien compte que, on n'a pas du tout les mêmes affinités en fonction des jours, voire même des thématiques. Mais bon, là, on rentrerait vraiment dans le détail de la méthode, donc on laissera les personnes intéressées se renseigner un peu plus. Je voulais, te demander par rapport, toi, à ton expérience de l'énergétique, puisque tu as dit que la première fois que tu étais venu à La Roche-Mère, tu avais ressenti cette énergie, quand Régina t'avait fait le test. Est-ce que c'était ta première expérience énergétique ou tu étais déjà, sensibilisée à cet aspect-là de l'univers? Et d'ailleurs, bah, on va ouvrir un petit peu plus au-delà de la lithothérapie à l'aspect énergétique, aux gens qui te diraient, «Mais c'est n'importe quoi, une pierre, qu'est-ce que tu veux qu'elle te fasse?» Voilà, c'est un peu tout ce sujet-là qu'on va explorer, Bien sûr. Mais en fait, à ce moment-là, quand je suis arrivée à la boutique, j'étais vraiment à un carrefour de ma vie où j'ai commencé à me former à plein d'approches différentes, dont l'énergétique. Je venais de me former, j'ai fait le premier niveau de Reiki et de Lao Chi. Je me suis formée en même temps au tarot et à la lithothérapie. En fait, c'est comme si, justement, en réfléchissant là, avant de faire le podcast, je me suis rendu compte que vraiment, tout s'est un peu mis en mouvement au même moment. Donc j'étais vraiment au début de ma pratique énergétique. Donc si tu veux, même moi au début, quand il y a eu le scan et que j'ai senti la zone effectivement, au niveau du plexus solaire et qu'elle m'a dit que la terre résonnait à cet endroit-là, c'est comme un truc de: «Waouh! Ah oui, d'accord, OK». Parce que moi j'avais déjà fait une 1re formation en lithothérapie, vraiment dans le sens, pour moi, que j'étais curieuse et j'avais envie de comprendre et d'intégrer les choses au-delà de tout ce qu'on lit dans les livres ou qu'on voit sur internet, parce qu'il y a tellement aussi de de personnes qui ont leur vision. Donc c'est pour ça aussi, c'est à chacun de trouver la propre vision de ce qui résonne dans différents domaines, que ça soit les terres ou le tarot aussi ou d'autres voies. Et donc du coup, c'est vrai que quand une amie m'a amenée à la boutique et là, il y a eu cet espace-là de ressentir, je me suis dit: «Ah ouais, il se passe quelque chose». C'est comme s'il y a eu un espèce de, je ne saurais pas te dire, de champ d'ouverture, et je me suis dit: «J'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de me former ici». Je savais pas forcément ce que ça allait donner, mais en tout cas, j'étais à ces moments d'ouverture, donc de découverte aussi, de l'énergétique, du ressenti, personnel. Donc c'est pour ça que,
bah, là, c'était vraiment, comme un timing qui s'est ouvert pour me dire: «Ah bah, là, c'est une voie qui relie les 2». Parce qu'en fait, c'est ça, la méthode, c'est effectivement l'énergétique et les pierres. Donc c'est pour ça que c'est comme, imposé d'une certaine façon. Et justement à ce carrefour, de vie, comment ça s'est passé pour toi? Si ça si tu veux bien nous en parler, ce que tu faisais peut-être avant et ensuite comment tu as bifurqué professionnellement, en tout cas, vers cette voie où aujourd'hui tu accompagnes à travers, ces différents outils? Ouais, bien sûr. Et bien, en fait, jusqu'à mes, 28 ans, j'ai travaillé en syndic de copropriété. Donc effectivement, rien à voir, hein, j'avais fait, mon cursus scolaire, dans ce sens-là, travaillé en syndic de copropriété et à un moment, je sentais que c'était plus ma place d'une certaine façon, j'étais plus dans cette résonance-là et donc j'ai quitté, mon travail. À un moment, je me suis dit: «Ah là là, j'aime bien» avec les pierres, une des premières ouvertures avec les pierres, moi, c'était les bijoux en pierre. J'ai toujours beaucoup aimé les bijoux, les pierres et je me suis dit: «Oh pourquoi pas, est-ce que je pourrais pas créer des bijoux un peu en pierre?» Donc je me suis lancée là-dedans et en même temps, après, je me suis dit: «Ouais, OK, donc si je fais des bijoux en pierre, j'ai envie de comprendre leur énergie». Parce qu'il y avait ce pont-là aussi, d'y mettre du sens, en fait. Et donc au début, j'étais un petit peu partie là-dedans et puis en même temps, voilà, il y avait différentes, choses qui toquaient un petit peu à la porte, des amis aussi qui aussi étaient dans le lien des pierres, du tarot, donc là aussi, ça crée une forme d'émulation et l'envie d'en savoir plus. Il y avait vraiment, au début, il y avait ce lien avec les bijoux qui faisait sens, mais après il y avait comme, voilà, découvrir et comme si les choses, là, avec le recul, se sont mis, par étapes et m'ont guidée d'une certaine façon, parce que c'est pour ça après, toutes ces formations, elles ont eu lieu à peu près, en 2016-2017. Je me suis formée aussi, en sophrologie en même temps. Du coup, j'ai fait, une école de sophrologie, que je ne pratique pas là, la sophrologie, mais c'est comme si ça m'a ouvert quelque chose en fait. Déjà aussi, parce qu'on en parlait aussi dans l'aspect thérapeutique, ça m'a appris une forme de posture aussi. Là, je fais un petit biais parce que c'est vrai que, dans les aspects, énergétiques, quels qu'ils soient au tarot, des fois, on n'a pas forcément ce cadre-là, de posture, une forme d'accompagnement. Donc c'est vrai qu'en tout cas, cette formation de sophrologie m'a permis d'intégrer ça et après, c'est comme s'il y a quelque chose qui m'a fait, bon, je peux oser aller vers des choses, moins conventionnelles. C'est comme si la sophrologie a été une première étape pour rentrer dans quelque chose de plus énergétique, de plus subtil. Comme s'il y avait quelque chose à se dire: «Bon là, la sophrologie, ça reste un petit peu, normal, dirons-nous» et donc du coup, il y a comme eu une ouverture là-dessus où je me suis dit: «Allez, je vais aller découvrir d'autres choses» et l'intégrer dans mon quotidien. Parce qu'au début, c'était vraiment ça, aussi bien le tarot, heu j'ai fait la formation, d'initiation avec Emmanuel Lizière. Du coup, là, en 2016 ou 2017. Pareil, j'ai fait la formation de Regina Martino à peu près au même moment. Donc il y a eu, ces 2 ponts qui sont arrivés, au même moment et du coup, aussi tout un travail, personnel aussi, hein, un travail thérapeutique sur moi, hein, en complément, qui a fait que je me suis dirigée petit à petit. J'ai fait ma formation notamment de niveau 2 auprès de Regina et c'est à ce moment-là, en fait, qu'elle m'a proposé de travailler à la boutique et c'est comme si, voilà, d'intégrer la boutique, c'est à partir de ce moment-là où, ma pratique professionnelle s'est vraiment posée, en fait. Et dans cette démarche de formation, d'exploration, tu étais déjà dans cet objectif de travailler en accompagnement, de faire de la thérapie? Mmh. Ou est-ce que, c'était plus pour toi et tu avais pas forcément cet objectif professionnel? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se forment au tarot, à la lithothérapie, pour ne citer que ces 2 exemples-là, mais il y a plein d'autres, disciplines et qui, alors soit n'ont pas forcément l'objectif de se professionnaliser, soit qui n'arrivent pas à passer l'étape de se professionnaliser. Ben là, en fait, il y a eu un petit peu des 2. C'est-à-dire que, notamment pour l'aspect sophrologie, je me voyais faire des accompagnements. Au début, quand j'ai commencé à faire, le tarot, il y avait vraiment plutôt une approche, personnelle. Parce que, déjà, je sais pas, le lien aux cartes, aux symboles, il y a quelque chose qui je sais pas, qui a toujours, résonné, pour moi et donc du coup, c'était vraiment de la découverte, de comprendre des mécanismes et puis, on voit à quel point il y a des choses qui créent des résonances. Comment, une pratique peut répondre, à une autre, sans faire trop de vouloir trop,
faire les correspondances, mais en tout cas qu'il y a beaucoup de choses qui aident à donner de la conscience déjà sur soi-même. Et effectivement, au début, j'étais partie dans un côté plus, après, sophrologie et je sais pas, c'est comme si je me suis fait attraper. Dans un sens, c'est comme si d'un coup, je sais pas, le chemin s'est montré petit à petit et c'est comme si d'une certaine façon ça s'est imposé à moi. Je saurais pas forcément, tu vois, le décrire autrement. C'est comme si d'un coup, là, comme je te disais, j'ai fait la formation en sophrologie. Je me suis dit: «Je vais faire d'autres formations qui m'ouvrent à des choses plus subtiles» et c'est comme s'il y a un truc après de dire: «Ah oui, bah, il est que le côté de enfin, se poser la question sur les bijoux ou sur la sophrologie, ça a été les marches qui m'ont permis d'aller vraiment, poser, cet aspect-là, énergétique et tarot qui maintenant effectivement, je sens fait partie de ma vocation, en fait. C'est comme si ça s'est amené à moi sans forcément que je me dise, à premier abord: «Je veux en faire quelque chose de professionnel». Pour revenir à l'énergétique du coup, donc tu découvres, tu commences à te former, tu découvres la roche-mère, tu te lances dans ces formations, lithothérapie bioénergétique. Comment tu as vécu, cette ouverture, j'allais dire ouverture de conscience, mais au-delà de la conscience, c'est, beaucoup à travers le corps physique, en tout cas à ces ressentis dits subtils, à ces expériences énergétiques et du coup à cette, pour le coup conscience d'un monde, d'un univers même beaucoup plus vaste que la seule matière, terrestre palpable, bah, aujourd'hui, nos sociétés nous vendent et nous enferment un petit peu dedans. Bah, ça a été, nuancé, c'est-à-dire qu'il y a eu un vrai espace aussi de reconnexion au corps. Tu vois? Que beaucoup a induqué le travail avec la sophrologie, parce que c'est ça aussi, en fait, le lien au ressenti énergétique, il passe aussi par revenir, bah, à l'écoute, du corps, une forme de présence, à soi. Donc c'est vrai que c'est comme si à la fois, ça a été, comme une évidence. On savait pas que voilà, là aussi, tu vois, comme quelque chose d'évident de se reconnecter et en même temps de se dire: «Mais est-ce que tu es vraiment bien? Est-ce que c'est normal de ressentir ça d'une certaine façon?» parce qu'effectivement, moi, je viens, comment? D'une famille où toutes ces accroches-là, c'est pas pas qu'elles n'existent pas, mais en tout cas, c'est pas ce à quoi, mes parents étaient reliés. Donc du coup, ça a été aussi une totale découverte et effectivement, bah, tous ces liens de captation, d'ouverture à des formes aussi de capacités extrasensorielles, de ressenti, énergétique. C'est vrai qu'au début aussi, on se dit, il y a quelque chose un peu de sortir, pas forcément d'une zone de confort, mais en tout cas de découverte, aussi, par des biais qui étaient pas les miens, de prime abord. Même si maintenant ça fait vraiment partie de mon quotidien, mais c'est vrai que cette découverte, moi je la vois vraiment cette découverte comme une découverte de soi. Tu vois? Effectivement de revenir vers soi douce, c'est pour ça que je reviens à une espace de responsabilisation, parce qu'effectivement, on va dans le subtil, mais c'est apprendre à s'écouter aussi, par des biais des fois qu'on n'écoute plus. C'est un peu, comme les dauphins, ils entendent des sons qu'on n'entend pas. Bah, là, en fait, c'est comme si, d'une certaine façon, c'est laisser un peu notre part de dauphin aller, réécouter des choses ou comme, augmenter le volume sonore, en fait. Parce que toutes ces choses, elles sont là, c'est qu'on n'est pas connecté à. Donc c'est pour ça beaucoup par le corps, notamment par ce ressenti-là. On pense au ressenti énergétique notamment, parce qu'on va le ressentir dans le corps, en fait. Donc c'est pour ça, mais ça passe aussi par la vision, par, par le lien à la méditation, donc c'est pour ça que c'est comme si là, ça nous invite aussi à mieux écouter. Ou des fois, c'est comme si, le son est assez faible et plus on le fait, c'est un peu comme un muscle en fait, hein, ce ressenti énergétique ou les captations, c'est comme un muscle et qu'on apprend à effectivement à entendre, à percevoir des choses qu'on percevait pas avant ou qui étaient là, mais où on n'arrivait pas à les voir. Parce que moi, tu vois, je me rends vraiment compte de ça. C'est pas comme si ça n'était pas là, c'est juste que, bah, la tête est prise par d'autres choses et cetera et donc du coup, là, c'est comme, moi, j'aime bien cette image des sons du dauphin et que là, on devient des dauphins qui entendent, d'autres sons. Parce que c'est pas comme si les sons, ils n'existent pas. C'est juste qu'on les entend pas. Je prends souvent aussi, moi l'image, je prenais souvent quand j'essayais d'expliquer un petit peu à des proches, l'énergétique ou certaines choses un peu subtiles, je leur disais: «Mais
l'ultraviolet, l'infrarouge, tu le vois pas, ça veut pas dire que ça n'existe pas et c'est vrai que c'est j'aime bien l'idée du dauphin et de l'ultrason. Ça parlera beaucoup, je pense. Est-ce que tu dirais que du coup, on est toutes et tous capables d'avoir ces ressentis énergétiques, mais je connais un petit peu la réponse. Enfin, je pense déjà connaître ta réponse, mais au-delà de ça, est-ce que, du coup, on est toutes et tous dans les mêmes capacités, ou dans les mêmes moyens de ressentir? Parce que, par exemple, le scan énergétique à la boutique, bah, du coup, vous étiez quand même assez nombreux, moi, j'ai connu 6 ou 7 personnes, collaborateurs, collaboratrices de Regina qui faisaient du scan énergétique. Est-ce que j'imagine que vous avez dû en discuter plusieurs fois ensemble. Est-ce que vous avez les mêmes ressentis? Est-ce que la conclusion du scan est la même, mais la façon de le ressentir est différente? Ou est-ce que même les résultats peuvent être différents? Tu vois un peu où je veux t'emmener? Complètement. Alors déjà, effectivement, on a tous et toutes des capacités de ressenti énergétique. Pour le coup, c'est pas un don, c'est pas réservé à des initiés parce que justement, des fois, dans les sphères de l'énergétique, tu as l'impression que, waouh, il y a juste une catégorie de personnes qui peut y arriver, alors que pas du tout. Moi, je le vois, tu vois que ça a été aussi un chemin, hein. C'est pour ça, quand je parle des fois d'entendre, accentuer le son, le ressenti, bah, c'était un chemin, hein. Des fois, quand on propose effectivement les formations et des ateliers d'entraînement, c'est comme aller à la salle, hein. C'est muscler le ressenti et l'écoute énergétique, en fait. C'est que des fois, on se dit, surtout dans ce qui est subtil un peu, soit je l'ai, soit je l'ai pas. Pas du tout. En plus, tu vois, maintenant que ça fait, quelques années que je collabore, avec Redima au sein des formations, moi, je vois aussi à la fois que ça soit pour moi, mais les personnes aussi qui se sont formées, comment déjà leur écoute de leur ressenti, il a augmenté? Certains qui ont pu apprendre, la méthode via le test couleur ou le scan, mais effectivement, il y a vraiment le côté, c'est un peu, comme quand on essaye d'apprendre un instrument de musique. C'est-à-dire que, bah, on a tous la capacité, d'apprendre à jouer du piano. Donc du coup, bah, il faut apprendre ton solfège, tes notes, t'entraîner, voilà, partir sur des mélodies, plus ou moins intenses. Peut-être que certains, seront jouer, des symphonies et d'autres s'arrêteront à des programmes musicaux plus simples, dirons-nous. Mais c'est pour ça qu'en tout cas, dans ce lien-là, on a tous cette capacité-là, mais qui demande du travail, en fait. C'est ça aussi, tu vois? Quand je dis aller à la salle ou, bah, là, quand je parle du solfège, d'apprendre des notes, de s'entraîner, c'est ça aussi, c'est que, bah, du coup, le travail et le développement énergétique, ça demande aussi du temps. Après, peut-être qu'il y a des personnes, là aussi, qui au début, peut-être, ont, on va dire, cette capacité-là, peut-être un peu plus ouverte, que d'autres. Du coup, ça fait qu'on peut avoir au début plus de facilité. Mais en tout cas, dans le parcours des gens qui se sont formés, ce que j'ai pu voir, c'est avec le travail, des personnes qui peut-être au début, ressentaient un petit peu moins, sont arrivées à très bien ressentir après. Et même des fois, quand on a des facilités, après on se dit: «Oh là là, j'y arrive un petit peu bien donc voilà» et peut-être, «évolue» entre guillemets moins après. Donc en tout cas, dans ce sens-là, c'est vraiment, un travail personnel et disponible à tout le monde. Cette énergie, elle est disponible à tout le monde du ressenti. Donc ça et ensuite ce que tu disais, ta question c'était, un peu si on avait un peu les mêmes façons de ressentir, entre nous. Bah, si tu veux, c'est on a un peu tous notre façon de capter. Après on reste, dans la méthode parce qu'il y a quand même, une méthode, un cadre. Mais, par exemple, moi je ressens beaucoup, sur moi, par exemple. Énergétiquement, je ressens beaucoup, les zones, sur moi. D'autres, par exemple, comme Vincent qui travaille à la boutique, ressent beaucoup aussi, par la main. Lui, il fait du magnétisme à la base. Regina, il y a une forte, claire information aussi. Mais on reste toujours dans ce lien, d'énergétique, en fait, qui est important, du lien au chakra et là aussi, même quand on fait un conseil sur, le moment, l'instant présent, il y a pas qu'une réponse. C'est ça aussi, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs façons de chacun comment on va l'interpréter, mais on reste ça veut toujours un peu dire la même chose d'une certaine façon. Mais sinon, je trouve que ça serait un peu, terrible de se dire: «Il n'y a qu'une combinaison pour déverrouiller Nicolas aujourd'hui». Dans ce sens-là, que la combinaison mastermind de: «J'ai pas les 2 bonnes pierres pour t'accompagner en ce moment». Il y a peut-être, par exemple, quand tu parlais de la fois où tu es venu,
où Macha, tu parlé de la constance, elle t'a conseillé le jaspe jaune et peut-être une autre pierre. Peut-être qu'à un moment, ça se trouve, sur le même dossier, quelqu'un aurait peut-être pu trouver à la fois les mêmes pierres, parce que c'est possible aussi de trouver les mêmes pierres, mais peut-être serait passé par une autre porte. Là aussi, c'est comme quand, toi, par exemple, tu fais un tirage à quelqu'un, si la personne vient te voir ou si elle vient me voir pour la même question, je pense qu'on pourra lui dire des choses un peu similaires, mais il y a peut-être des choses où, toi aussi, par qui tu es, ta résonance et le moment, en fait, c'est ça aussi, c'est le moment de ce que la personne aussi, elle peut, entendre d'une certaine façon. Toi, tu vas lui dire et moi, je lui dirai autrement et une autre personne aussi. Mais que toutes ces choses seraient vraies. Après, on reste dans une structure, là, pour revenir, au cadre des pierres, dans une structure quand même. Donc je veux dire, c'est pas non plus que tout est possible non plus et on peut dire, tout à la volée. Mais en tout cas, il y a ce cadre, commun et en même temps, que d'une certaine façon, la personnalité et l'individualité de la personne qui va te faire le conseil ou le tirage. Ouais, très clair, merci beaucoup. Est-ce que toi, à titre personnel, au-delà du cadre des pierres et de ce référentiel, lithothérapie bioénergétique de Regina, est-ce que tu, utilises tes ressentis, énergétiques, autrement sur d'autres, pratiques? Du coup, moi, ça me sert notamment dans mes soins énergétiques que je fais en individuel, et en cabinet. Et aussi, un peu avec le tarot aussi, hein, d'une certaine façon. C'est-à-dire, en soins énergétiques, moi, ça me permet avant une séance, de faire un décodage énergétique aussi, qui me permet, de comprendre, suivant le sujet ou la question que la personne a envie de travailler, de voir quels chakras, vont être peut-être plutôt impactés sur ce sujet-là. Et en fait, je me sers des pierres, pendant le soin. Je vais laisser les pierres dans la main, de la personne pendant le soin et en fin de séance, je vais lui refaire un scan et on verra souvent que les chakras ne seront plus les mêmes. Et je vais faire un scan et je vais proposer soit un conseil de pierre ou je fais un flacon d'élixir de minéraux qui va permettre d'intégrer, les effets de la séance par les pierres, dans les jours suivants. Et je fais ça aussi quand je fais un tirage de tarot et il m'arrive, c'est comme si des fois, bah, mais comme s'il y a effectivement les champs qui se mélangent. Des fois, quand je fais un tirage, effectivement, ça peut m'arriver de penser à un chakra, à une zone ou même des fois ça m'est arrivé aussi, des fois il m'arrive de faire des tirages où je me sers du tarot et de l'oracle des pierres qu'a créé Regina. Du coup, de faire des ponts justement entre les symboliques, les arcanes qui peuvent partir et effectivement, le lien, à la bioénergie, et aux pierres. Juste du coup, brève parenthèse, sur ce jeu de cartes, la voie des pierres, cristaux et chakras. Du coup, tu l'utilises, en mode oracle où tu bats les cartes et tu en tires une ou 2 et tu vois ce qui se présente? Exactement, oui, un peu en mode oracle. Ça sort du côté effectivement énergétique, donc ça ne veut pas forcément dire que c'est la pierre avec laquelle la personne, devrait travailler, mais c'est comme si ça vient soutenir et donner une information en lien, avec la carte du tarot qui va ressortir. Donc c'est pour ça, ça m'arrête. C'est pour ça que ça ne veut pas forcément dire en mode c'est celle-ci que je dois porter, mais moi je trouve intéressant comment ça vient créer des résonances, en lien avec le tirage. Par exemple, tu vois, des moments, quelqu'un qui était venu me voir pour, des questions professionnelles et il y avait des cartes de l'oracle des pierres qui étaient ressorties, notamment, avec de l'opale bleue, avec, du chakra Bordeaux. Donc c'est-à-dire l'opale bleue, c'est une pierre qui nous met en lien avec, le fait de nous écouter, de savoir quel chemin, quelle direction prendre et la pierre du chakra Bordeaux, je pense que c'était un bois sollicité qui parle de poser de nouvelles fondations et de se sentir aussi soutenu par son arbre familial. Donc c'est pour ça que c'était pas directement des pierres que je lui ai conseillées enfin, mais ça faisait une résonance avec mes questionnements et ce que faisait, ressurgir le tarot. Donc c'est pour ça que j'aime bien mêler ces différents points et voir comment ça résonne, aussi avec les chakras. Je suis hyper content parce que, pour la petite histoire, ça m'arrive aussi assez régulièrement de l'utiliser comme ça et notamment, j'ai eu ma première vraie consultation professionnelle la semaine dernière et j'ai commencé, juste avant de se brancher, en visio puisque c'était à distance, par tirer une carte de cet oracle des pierres et c'est la cyanite qui est sortie, hein, alors je sais plus si tu en as Ah bon? parlé dans cet enregistrement ou dans le précédent qui n'a pas abouti. Oui.
mais qui nous parle bien de retrouver son identité et d'arriver à l'exprimer, à le concrétiser. Et c'était, en alignement parfait avec la problématique, en tout cas avec la situation de la personne que j'avais en consultation. Génial métier, mais figure-toi que moi, justement, avant de faire, là, d'ouvrir la séance de podcast, je me suis fait un auto-scan pour voir quelle pierre, un peu pierre de lieu, parce qu'on peut travailler avec les pierres à portée sur soi, mais les pierres de lieu, je pourrais mettre à côté de moi et effectivement, c'est la sienne. Donc comme la résonance. Effectivement. Est-ce que, donc là, bah, exemple, ma question suivante, c'était est-ce qu'à titre personnel, tu te sers et tu te reposes, beaucoup sur, cette pratique énergétique? Du coup, bah, là, tu viens un petit peu d'en parler en disant: «Bah, oui, avant cet enregistrement de podcast, je me suis fait un auto-scan». Est-ce que tu as d'autres pratiques plus personnelles de cette énergétique? Bah, du coup, ça passe aussi beaucoup par la méditation, qu'elle soit beaucoup avec les pierres, hein, c'est vrai que la méditation avec les pierres, mais effectivement, le fait de faire là, c'était un auto-scan parce que c'était sur ce sujet plus spécifique, mais même moi, je me sers aussi du test couleur qui me permet aussi des fois de conscientiser aussi les choses. Bah, effectivement, le lien aussi au tarot, de se faire des tirages aussi, bah, alors après moi je trouve que des fois même aussi bien sur les pierres que le tarot, des fois se faire un des auto-tirages ou des auto-scans, si en plus on est dans les recherches de questions très importantes du moment, c'est toujours un peu difficile, moi je trouve, de le faire sur soi. Donc c'est pour ça dans ces cas-là, bah, je vais vers des connaissances, ou des professionnels à qui ils peuvent me faire un tirage de cartes ou un conseil. Plus personnellement aussi, je suis dans une phase un peu de découverte plus pratique du chamanisme. Donc aussi de passer par des voyages, aussi, qui permettent d'aller écouter par d'autres biais aussi et beaucoup de travail avec les élixirs. Des élixirs de minéraux ou les fleurs de Bach. Je me suis formée aussi, aux fleurs de Bach et avec des élixirs, d'animaux, qui sont la gamme, de Daniel Mappel. C'est un Américain qui travaille beaucoup avec les animaux. Il était venu aussi, faire quelques séminaires, aux Réunions Magenta, donc qu'il a eu la chance de rencontrer et donc du coup, c'est pour ça effectivement, voilà, l'énergétique, dans mon quotidien tourne beaucoup effectivement avec les pierres, avec les cartes et avec les élixirs et effectivement de la méditation et des voyages, chamaniques. Tu réponds aussi, une autre de mes questions avant que je la pose, qui était celle de est-ce que tu continues à explorer et à découvrir des champs, énergétiques? Bah oui, tu vois, effectivement, il y a le chamanisme là qui ouvre une passe, personnelle, tu vois? J'aspire pas à qu'il y a un lien pour l'instant, en tout cas professionnel, mais vraiment dans une part, d'aller rencontrer d'autres choses et aussi un petit peu avec les mantras. C'est-à-dire que, du coup, Regina se forme à l'astrologie védique, l'astrologie indienne, le Jyotish et du coup par les différentes discussions qu'on a eues, j'ai été, auprès d'un de ses tuteurs, comment dire? Recevoir mon thème, astrologique, védique et du coup, il y avait aussi eux, ils appellent ça des remèdes pour accompagner, certains blocages, la pratique de mantra et c'est vrai que là, il y a quelque chose aussi qui s'ouvre petit à petit, là, vraiment effectivement dans mon quotidien, dans le lien avec le mantra et le son. Bon, bah, je pratique la sonothérapie aussi avec les bols de cristal, mais le son par la voix, par le chant, donc du coup, ouais, bien sûr, ça continue d'ouvrir des espaces et c'est vraiment ça aussi, c'est un moteur dans mon quotidien, d'aller continuer à découvrir des choses, des pratiques et je vois à quel point tout vient, au bon moment. Tout surgit, au bon moment et que le dans ce sens-là. En fait, l'énergétique est partout. L'énergétique, c'est une vibration, tu le qualifierais comme ça? Ouais, complètement. Et donc en fait, tout est vibration et donc que ce soit par le son, par la pierre, par des élixirs, finalement, tout est en vibration, tout il est possible en fait d'explorer ce champ énergétique, infini par tout moyen. Mais complètement, moi, je trouve que ce qui est important après, c'est d'aller vers ce quoi on ressent une forme de cohérence ou qui va plus résonner pour nous à un moment parce qu'il y a tellement de voies et de possibilités différentes que tout effectivement, comme tu dis, va se rejoindre par cet espace de la fréquence et de la vibration énergétique, hein. Je voulais parler, je voulais te
te poser la question, puisque lors des scans, il est possible de, scanner quelqu'un à distance. Donc ça veut dire que l'énergétique, la vibration, la fréquence n'est pas limitée par l'espace-temps. Non, bah, exactement. C'est un peu, moi des fois je prends un peu le comme le wifi, tu vois? L'énergie, l'électricité aussi, ça passe, par des câbles, mais on la voit pas. Donc effectivement, il y a pas besoin d'être forcément présent physiquement pour pouvoir, faire, le conseil de pierre. Même peut-être, pour certaines personnes qui le savent déjà, qui sont formées par exemple au Reiki, on nous apprend aussi qu'il est possible de faire des soins énergétiques. Donc effectivement, il y a besoin d'un bon alignement effectivement, d'une bonne, connexion, on va dire, aussi, mais effectivement, il y a pas besoin d'être là physiquement. L'énergie, de toute façon, elle a pas de frontières, elle a pas de limite. Donc, c'est pour ça, c'est juste aussi toujours bien pour trouver, bien demander: «Qu'est-ce que je cherche?» aussi. C'est ça aussi qui est important, même quand on fait un scan classique de je cherche les blocages du moment. Parce que là aussi, après, sinon, on peut sentir plein de choses, très différentes et là, effectivement, pouvoir, se relier, à la personne à distance. Après là, je fais aussi une espèce de petit warning parenthèse, c'est aussi très important d'aller connecter sur des personnes à distance avec leur aval aussi. Parce que ça aussi, on le voit aussi dans la sphère énergétique de bien cadrer aussi, dans cet espace de de pas faire, comment on appelle ça? De, d'espionnage industriel. Ça nous est déjà arrivé comment on me demande des conseils et où je sentais que c'était pas par exemple, la pierre, je sais pas, quelqu'un qui peut demander un conseil énergétique pour ta mère ou je sais pas, une amie à distance et que là, je sentais bien que c'était plus, pour en savoir plus sur, l'état de la personne à distance. Donc là, ça aussi, c'est très important de rester dans ce cadre-là, et de respect, du territoire de l'autre. Alors déjà merci parce qu'effectivement, précision, très importante et très utile en termes de déontologie. Moralité, peut-être pour, clôturer cette très, très longue parenthèse, en tout cas cette grande partie sur l'énergétique. Finalement, l'énergétique, déjà c'est accessible à toutes et tous et ça passe par le corps et pas par la tête. Exactement. Bah, c'est pour ça, nous, on le voit beaucoup en termes de travail avec les pierres, que beaucoup de personnes nous demandent comment accéder, à ces espaces de ressenti énergétique. Il y a souvent des pierres, qui, un peu entre guillemets, «coupeuses de tête», c'est-à-dire de lâcher prise, comme du jade blanc ou de l'opale blanche, parce qu'il y a tout cet espace du vouloir qui se loge, dans notre 6e chakra, dans notre, espace mental, qui va comme des fois un peu biaiser, du coup, l'espace de l'écoute énergétique. Donc c'est pour ça, il y a plein de pierres possibles pour aller dans cet espace aussi, de l'écoute du ressenti, hein. Et en parlant de ces pierres-là, pas forcément un lapis lazuli, malgré la beauté de cette pierre. C'est pas forcément celle à conseiller, on est d'accord? On est bien d'accord, le lapis lazuli, c'est magnifique, hein, puis là aussi on en entend beaucoup parler, mais dans l'approche, énergétique de la lithothérapie bioénergétique, ce qu'on voit, c'est plutôt une pierre qui vient amplifier la vision. Donc, amplifier la vision, c'est souvent amplifier la projection, la prise de tête. Donc c'est pour ça que c'est rarement une pierre, nous, c'est même plutôt une pierre qu'on déconseille puisqu'elle stimule beaucoup la partie, analyse, intellectualisation qui est déjà, de par notre société actuelle, déjà prédéveloppée, voire trop développée et saturée, en fait. Donc c'est pour ça que, même en termes général, c'est pas une pierre qu'on va conseiller ni dans l'espace de portée, ni, vraiment dans l'expérientiel puisque beaucoup trop activante et que c'est déjà un peu le cas. Et d'ailleurs, brève parenthèse parce que j'avais trouvé ça hyper intéressant. Regina, je crois que c'est Regina qui faisait le parallèle sur le lapis lazuli, une pierre qui était très utilisée dans l'Égypte antique, mais qui disait c'était pas la même époque. C'était quand même, il y a 5 ou 6 000 ans. C'était pas la même époque et en fait, c les populations à cette époque-là, les individus étaient pas du tout dans la même «configuration» entre guillemets, énergétique et du coup, à cette époque-là, le lapis lazuli avait du sens alors qu'aujourd'hui, plus du tout. Mais complètement, hein. C'est pour ça qu'il y a aussi, des mouvements, vibratoires, collectifs qui se font. Nous, on le voyait aussi, à la boutique, il y a des moments, il y a des situations qui faisaient qu'il y avait peut-être certaines pierres, non pas parce qu'on l'avait décidé, mais on se rendait compte, tu vois, souvent en fin de journée à dire: «Oh là là, aujourd'hui, j'ai conseillé, pas mal de pierres, plutôt cette pierre-là ou plutôt ce chakra» et donc on voit à des périodes, il y a des chakras ou des besoins
qui ressortent, plus fort et effectivement, là, entre, l'Égypte ancienne et là, maintenant, on n'est plus du tout dans les mêmes, configurations et les mêmes besoins. On est plutôt dans effectivement, beaucoup de pierres, calmantes et qui aident à déposer la tête, puisqu'il y a beaucoup trop d'informations. Beaucoup trop de prises de tête, ouais. Trop bien, parlons quand même peut-être tarot un petit peu, parce qu'on pourrait continuer des heures. Moi, ça me passionne et puis c'est tellement, voilà, tellement intéressant. Il y aurait tellement, tellement de choses à dire, mais bon, on n'a pas 6 heures forcément non plus devant nous. Heu, donc parlons, tarot et du coup, pour faire le lien, ces ateliers Litho Tarot, puisque je n'ai pas eu la chance d'y participer, je devais participer au 1er d'ailleurs, je crois, et j'étais malade, comme un chien, donc je me suis écouté, j'ai écouté mon corps et je ne suis pas venu. Du coup, comment t'es venue cette idée-là d'associer le tarot et la lithothérapie et sans non plus forcément, dévoiler tous les secrets pour laisser une petite part de surprise, comment tu articules ces ateliers? En fait, ce sont des ateliers où déjà, premier abord, il n'y a pas besoin ni de connaître la mycothérapie, ni le tarot. On est dans des ateliers, d'expérience, d'aller, s'écouter. C'est pour ça, tout à l'heure, en début de podcast, on parlait beaucoup de confiance de soi. Se servir aussi du tarot comme le miroir, comme le révélateur et donc en fait, et ces ateliers, notamment, je propose des méditations guidées en lien avec, la carte. Par exemple, là, tu vois, récemment, donc c'était autour de la lune. Donc en fait, moi, je choisis en amont, des pierres qui, je trouve, vont rentrer en résonance avec, les mots-clés ou l'énergie qui s'articule autour, de la carte. Donc en général, je choisis, une carte et par exemple, là, tu vois, cette fois, j'avais notamment choisi pour la lune l'obsidienne noire, qui est une pierre qui nous invite, à aller, dans les profondeurs, dans les ténèbres un petit peu justement, laisser remonter à la lumière qui est cachée. Donc c'est pour ça justement dans ce lien de la lune, des fois où on va parler un peu d'angoisse, de qui fait peur, un peu du monstre caché sous le lit, tel l'écrevisse, dans les eaux et bien du coup j'essaye de faire des résonances comme ça. Après moi je choisis à chaque atelier, environ, 5 pierres à peu près, mais ce sont des propositions. Parce que là, tu vois, je te parlais de l'obsidienne noire. Hem, J'avais choisi aussi, l'ulexite. Je profite aussi de ces ateliers pour utiliser, des pierres assez communes et en même temps faire découvrir aussi d'autres pierres et l'ulexite, c'est une pierre qui vient travailler beaucoup autour de la vision, de faire le pont entre conscient et inconscient. Elle parle aussi de rêves lucides, justement aller, dans le lien des rêves. Donc c'est pour ça, ces propositions-là exactement, Je l'ai sorti, c'est pour ça. de faire des propositions autour, des thèmes abordés, par une arcane et pouvoir les relier, à des pierres. Mais là aussi, ce sont des propositions parce que si je refaisais, peut-être, l'atelier de la lune, je pourrais aussi aller peut-être plus vers un thème, ou travailler des pierres un petit peu similaires. Mais en tout cas, il y a cette idée de trouver des résonances énergétiques avec, les symboles aussi, en tout cas ce que nous invite à aller, contacter, l'arcane. Donc c'est pour ça effectivement, au travers de méditations guidées notamment avec des bols de cristal, c'est comme si c'était un voyage pour aller rencontrer, l'arcane. C'est-à-dire que là, par exemple, on a été rencontrer, les animaux gardiens des tours, l'écrevisse et voir comment moi je suis toujours assez, fascinée, et passionnée par comment, chacun va retrouver ce symbole à l'intérieur de lui, à ce moment-là. Parce que là, par exemple, pour certains, les chiens se sont transformés, en dieux, comme Thoth ou Anubis. Donc là aussi, de voir comment la résonance va se faire. Par exemple, quand j'avais fait l'arcane du chariot, j'avais proposé à chacun de se relier à son véhicule intérieur du chariot. Pour certains, ça avait été un tapis volant, d'autres une bicyclette et d'autres une voiture ou un chariot, tiré par des licornes. Donc c'est de voir aussi ce mouvement, comment dans ton inconscient, parce que ça nous propose aussi ce lien avec notre inconscient, comment je me relie à cette image-là de l'arcane et comment du coup je le mets en mouvement? Par exemple, si là je repense au chariot, pour certains, le mouvement se faisait facilement, pour d'autres c'était un peu plus difficile. Donc c'est pour ça d'aller écouter les parts,
de notre lune, de notre chariot intérieur, à un moment qui sont guidés par cette méditation. Je laisse les pierres dans les mains des gens, je distribue les pierres, en début d'atelier et donc du coup, il y a vraiment cette jonction, mmh, cette complémentarité entre, l'énergie de l'arcane et des pierres et voir, comment ça va se dégager, pour chacun. Même, tu vois, au début de l'atelier, je distribue aussi la carte et je laisse chacun un peu, exprimer son ressenti ou qu'est-ce qu'il va voir et moi, je trouve ça super chouette à chaque fois de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas forcément le tarot qui viennent et qui du coup, beh, déjà me donnent déjà des mots-clés et l'énergie de la carte sans même la connaître. Parce que c'est ça aussi dans ce côté de conscience et de prise de pouvoir sur soi, beh, c'est de se dire: «Mais en fait, là, au-delà de ce qui est marqué dans les livres, on parle de symboles qui font partie de notre inconscient collectif et donc du coup de voir, aussi à un moment comment on s'y relie. Un jour, certaines personnes vont dire: «Ouh là là, là l'œil de la papesse, je le trouve un peu sévère» ou plutôt: «Ah oui, elle me semble, empreinte de plein de sagesse». Je trouve ça chouette aussi de voir comment, suivant la situation où tu en es, si tu vas trouver, par exemple, la lune, elle est assez clivante, hein, on n'est pas sur l'arcane le plus joyeux et en même temps, elle nous parle d'aspiration. Enfin, il y a plein de potentialités qui peuvent, remonter aussi. Mais comment certains pouvaient dire: «Ah oui, là, oh là, non, non, elle me fait peur là avec, cette écrevisse, qui remonte» ou d'autres mettaient plutôt le lien, sur, la lune de profil qui cache, le soleil. Donc, comment du coup, en fait, moi je trouve que c'est de nous inviter à revenir dans cet espace d'écoute, là où des fois on va attendre de l'extérieur qu'il nous montre ces symboles-là. Donc, j'aime ce pont-là et vraiment comment chacun, en fait sien de ces symboles. Hyper intéressant, trop bien. Ça donne envie de venir découvrir ces ateliers. Tu as déjà une prochaine date ou pas? Oui, ça sera en février et ça sera sur le battleur. Ça sera le battleur, à l'honneur et là, je mets aussi en place, je voudrais faire, une journée, un samedi, je pense fin avril, où je mettrai en lien les 4, as. J'ai envie aussi d'aller, faire une journée, complète, en lien avec les as et aller travailler effectivement, denier, coupe, bâton, et qu'est-ce que j'ai oublié? Épée, de voir comment les intégrer aussi, et voir peut-être après faire la même chose avec, les figures de cour. Mais effectivement, pour l'instant, je passais plutôt sur des soirées où on allait revisiter un arcane et là, j'irais bien effectivement, sur les as, voir comment les intégrer. OK, trop bien. Du coup, tu parlais de battleur, tu parlais de papesse. Est-ce que tu es plutôt team Marseille ou team Rider-Waite-Smith? Et ben alors, c'est drôle parce qu'au début, au tout premier début de quand j'ai découvert le tarot, j'étais, tarot de Marseille. Et après, notamment quand je me suis formée auprès de Emmanuel, je suis partie du côté de Rider-Waite, limite parce que moi, ce que j'apprécie, c'est que les mineurs sont imagés. Et c'est pour ça que moi, je quand je fais un tirage de cartes, je me sers aussi bien des majeurs que des mineurs. Et ce que j'apprécie aussi, dans une consultation, dans un tirage, c'est que la personne en face, en voyant aussi la représentation des cartes mineures, elle est incluse. C'est-à-dire qu'elle va voir un symbole, une situation et ça va lui parler plutôt que, par exemple, bah, si on pense au fils de denier, voir 6 pièces et bon, bah, OK, d'accord, mais ça va pas forcément lui dire quelque chose. Tandis que de voir, la scène, bah, il va forcément dire: «Ah oui, là, je vois ça» ou «Ah tiens, ça me fait penser à ça». Parce que moi, j'aime voir avoir un dialogue, un échange où l'autre aussi, bah, est présent et pas juste moi qui fait ces ponts-là, ces connexions. Donc, Rider, White Smith et c'est vrai que là, je reviens un petit peu vers le Marseille, aussi. Donc en fait, bah, je suis un peu ouverte à tout en vrai. Parce que et je trouve qu'en fait, il y a tellement de potentialités dans chaque, qu'ils ont vraiment un univers qui leur est propre. Je trouve que c'est ça qui est, dans chacun des 2. Après, il y a plein d'écoles et de sons de cloches différents où il y a une team plutôt Marseille et une de l'autre côté. Mais pour moi, c'est juste des enfin juste en tout cas, ça me permet d'aller de plus en plus en profondeur à chaque fois. Donc c'est pour ça que ça dépend. En séance, du coup, je vais plutôt être sur le Rider-Waite-Smith et en atelier, de toute façon, en général, hem, ce que je fais, c'est que, bah, du coup, comme, la plupart, je pense, des, amoureux du tarot, j'ai une petite collection. Donc, souvent, je sors
l'arcane, je la tire, de chaque tarot que j'ai pour montrer un petit peu aussi les différents formats. Parce que du coup, on a les éléments principaux qu'on retrouve, mais j'aime aussi la façon dont, bah, des créateurs de tarot peuvent aussi, amener des fois certaines, relectures d'une certaine façon ou leur vision aussi donc c'est pour ça qu'après, là aussi je trouve que c'est très propre, à chacun. J'ai pas de préférence. OK, tu as répondu encore à une question que j'avais, à savoir ta collection du coup, Ah oui. pour détailler peut-être un tout petit peu, quel type de collection tu as? Est-ce que tu as des jeux, très orientés thématiquement ou est-ce qu'au contraire tu gardes vraiment, les portes très très ouvertes? Bah, alors du coup, bah, j'ai des tarots, et des oracles, hein, même si pour moi effectivement c'est pas la même chose puisque dans le tarot on a vraiment une structure donc je le mélange pas dans le côté tirage mais j'ai les 2. J'ai plusieurs, tarots Rider-Waite-Smith, un classique, un petit de poche parce que c'est toujours pratique d'avoir sur soi, en voyage, des fois le grand format prend un peu trop de place dans le sac mais un petit format. Il y en a un qui est dit vintage donc du coup, qui est un petit peu, un petit côté parchemin. Moi j'ai les tarots, Marseille, et version, Jodorowsky et il y a aussi, comment un que je connais depuis pas très longtemps et que je commence à utiliser beaucoup plus en séance. C'est le tarot, mystique de Kathleen. Moi, je vois, tout à fait et ça a été un tarot qui a eu d'ailleurs, beaucoup de succès, tant dans sa version, germanique qu'anglaise et française, puisqu'il est également disponible en français, ouais. Oui et j'aime beaucoup, son côté, onirique et poétique. C'est quelque chose, aussi, justement même, je pense, qui s'ouvre en lien avec les ateliers d'autothérapie et donc du coup d'aller dans ce côté-là et sinon après, dans divers tarots, là pour le coup, avec, des animaux, j'en ai un sur les vilains de Disney, en tout cas, c'est plus des tarots ceux-là que j'utilise, dans ma pratique personnelle. Plutôt qu'après dans le côté, plus professionnel. Parce que pour le coup, je pense que ça doit faire ça à pas mal de personnes, mais c'est comme si, moi il y a des tarots avec qui c'est comme si je sens moins de connexion. Même si j'apprécie leur aspect, esthétique. Par exemple, un de mes premiers tarots, c'était le tarot Botticelli, que j'aime beaucoup Botticelli et je le trouve très beau et cet aspect-là, mais c'est plus, voilà, dans cet aspect-là où je peux tirer un petit peu pour moi, mais c'est pas un tarot où je sens, une forme de connexion pour l'utiliser, lors de tirages. Donc c'est pour ça que lors de mes tirages pro, c'est, effectivement le Rider-Waite-Smith et maintenant, celui-là, le tarot mystique où je sens vraiment une connexion. Parce que des fois, alors je sais pas si je suis un peu trop, on va dire, stricte, mais il y a des fois des tarots que j'apprécie, mais il y a certaines cartes de comment elles sont représentées et dans l'image qui me parlent pas du tout et que j'ai du mal du coup à lâcher le truc en mode: «Ouh là là, ouais, mais là, la maison de Dieu, comment elle est?» J'ai un petit peu de mal à la mettre en cohérence dans ma façon dont «j'appréhende» entre guillemets la maison de Dieu. Donc du coup, ça fait qu'il y a certains tarots, il y a des cartes, qui me parlent moins. J'ai du mal à les utiliser même pour quelques cartes. Je sais pas si ça te fait ça? Ouais, ouais, je comprends donc du coup, c'est plus une approche, esthétique, c'est quand même plus une approche esthétique que vibratoire, tu dirais Bah, un petit peu des 2. Mmh. Un peu des 2. Il y a à la fois l'esthétisme, mais dans l'esthétisme, c'est comme s'il y a quelque chose aussi dans la vibration aussi qui fait que comme si je ne reconnais pas l'information, d'une certaine manière. J'y mettrais vraiment les deux ensemble et il y a des tarots, qui esthétiquement, je trouve ça enfin, je les trouve beaux, mais que là aussi, il y a pas la vibration qui fait que je sais pas, c'est comme une reconnaissance, j'ai envie de dire. Comme s'il y a quelque chose qui fait, là, on peut y aller ensemble et donc du coup, cette reconnaissance-là, énergétique, du coup, peut-être après aussi des fois, je pense peut-être ça dépend de temps aussi, de connexion et de reliance aussi. Mais il y a certains tarots, bah, là, comme le dernier, là, le tarot mythique, où ça a été comme une évidence. Vraiment, les dessins, même si effectivement, des fois, ça résonne pas exactement, dans le côté, bah, il y a tous les symboles qu'on devrait attendre sur la carte. Mais là, il y a comme quelque chose qui est au-delà et qui va résonner pour moi. C'est pour ça que je pense que c'est très important dans ce sens-là, où chacun va trouver, cette cohérence intérieure avec un veut faire.
Et je viens de me faire une réflexion puisque tu disais bien que le tarot, c'est une structure et finalement la lithothérapie bioénergétique, c'est aussi une structure. Mais complètement. Mais c'est pour ça que, il y a quelque chose aussi très important là-dedans pour moi et où je trouve, ce cadre-là structurel, mais en même temps qui est pas enfermant. Parce que des fois, effectivement, on pourrait trouver un aspect structurel qui peut nous limiter, mais moi je trouve que justement le cadre, une fois qu'on l'intègre et qu'on le comprend et que du coup, il nous aide aussi à transformer, à évoluer et la preuve, on peut faire se rencontrer, ces 2 structures-là. Trop bien. Je trouve que c'est un joli mot de la fin. Tout cas, moi, merci beaucoup, c'était vraiment très chouette, hein. Merci à toi, franchement, moi, j'ai passé un super moment. Moi, j'avais pas de doute, hein. On parle de sujets, hyper, enfin, moi, que j'adore et qui sont hyper intéressants et je trouve que c'est chouette aussi de même si on reste dans des domaines, j'allais dire de la croyance et en même temps, quand on en a fait l'expérience et notamment l'expérience par le corps, c'est difficile de se dire que ce n'est que de la croyance. Bah, complètement, c'est pour ça qu'à chaque fois, moi, j'insiste beaucoup à ça, pour revenir dans le corps, dans une forme de matière et du ressenti. Mais après, effectivement, il y a plein de visions, de choses qui peuvent, venir, mais comment on peut l'intégrer et le rendre, tangible, dans notre quotidien, en fait. Donc ça, c'est là où après ça peut passer par plein de pratiques différentes. Mais je trouve que ça, c'est quelque chose, de sortir de la projection et de voir comment ça s'intègre et comment on le ressent en fait, comment on le sent. Ouais, tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est une fois qu'on a fait l'expérience du corps, comment ne pas être convaincu? Je ne sais pas. Parfois mais la tête est parfois plus forte encore que le corps. Donc, en tout cas, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Pour celles et ceux qui voudraient, approfondir, du coup, tu continues, les formations, les ventes privées avec La Roche-Mère et la méthode de Regina Martino. Donc je mettrai tous les liens. On peut te retrouver aussi, je ne sais pas si toi tu as un site internet personnel? Bon, il est en construction là, je pense qu'il sera prêt en début d'année. Donc du coup, sinon, sur ma page Instagram, à Mimi. Parfait. Insta, je mettrai tous les liens en descriptif de l'épisode. Pour les prises de rendez-vous, du coup, ça se fait aussi directement, sur Insta par message? Instagram, sur mon mail, si tu veux, je te laisse. Bah, de toute façon, tu as mon mail là. Ouais. Je mettrai les 2. Merci à toi Nicolas, c'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger, sur 2 passions communes. Je suis bien d'accord. J'ai passé un super moment. J'espère que nos auditeurs et auditrices, auront également, passé un super moment et peut-être que ça aura ouvert un champ, d'exploration, qui sait? Je Merci encore et puis à très bientôt. merci beaucoup Nicolas. Au revoir.